to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. On dit il était une fois en Amérique, mais pourquoi il n'y a pas été une fois en Italie? Pourquoi il ne fait pas été une fois en Italie? D'abord parce que, bon, moi je crois que l'Italie, de toute façon, le sujet était une fois en Amérique, qui a été traité partiellement sans arrêt par les Américains. Mais selon les agents compagnie, selon les cinéastes, c'était parcellaire. Bon, La Conquête de l'Ouest, qui est un film qui est pas terrible quand on y réfléchit. Il n'y a que le sketch de Floyd qui est formidable. Les autres, bon, c'est les versions que l'on donne. Moi, je veux bien le radeau qui va, et puis bon, on réinvente l'Amérique. Bon, Capra était un démocrate qui essayait de montrer l'Amérique. Maccaré était un républicain qui essayait de montrer l'Amérique. Bon, l'Italie avait énormément fait ça. Viva l'Italia de Rossellini, le nombre de films en Italie, surtout après la guerre, qui ont voulu redonner notre vision de la réalité de la création de l'Italie que ne donnaient pas les films produits par Mussolini pendant la période fasciste. Bon, l'Allemagne, c'était pareil. Fassbinder a passé son temps à parler de l'Allemagne d'avant et de l'Allemagne d'après. En France aussi, la Marseillaise de Renoir. Bon, la tradition est beaucoup plus... est beaucoup moins, je ne dirais pas documentaire, elle est beaucoup plus fabulesque chez les Américains. Et en fait, moi je crois qu'il était une fois en Amérique, c'est pas la réalité américaine. C'est une fable, comme toujours chez Léon. C'est l'Amérique de son cœur, comment il l'a aimé. Avec l'idée formidable que tout le film n'était-il pas rêvé par Noodles. Bon, il y a ça. Mais lui, c'est ce qu'il voulait faire. Il avait cette idée-là. Bon, il m'a raconté plan par plan. Bon. Et quand il va donc tourner, il était une fois dans l'Ouest. Après, il va à Cinecittà tourner le reste et tout. Et il fait venir du désert autour de Monon-Valley le sable un peu rouge pour en mettre sur Cheyenne quand il va rentrer. Bon, ce détail-là. Mais que fregado, pourquoi tu veux? C'est du sable, c'est du sable. Non, je veux le sable. On a du sable, je veux le sable rouge de là-bas. Bon. Et Léon avait un côté maniaque presque sur le détail. Maniaque. Il y avait un critique qui avait écrit, oui, on voit que dans Il était une fois dans l'Ouest, il vole l'idée qu'avait eu Nicolas Ray des longs par-dessus dans Jesse James. Mais c'était comme ça qu'étaient habillés les gens. Et par exemple, quand je lui ai dit, vos personnages sont toujours très crasseux, les habits crasseux, il dit, oui, mais là, c'est pas juste, je suis pas bon. Comment? Quand ils arrivaient dans un salon et tout, ils étaient tellement crasseux, ils enlevaient le manteau, le truc, et le laissaient dehors, tellement ça tenait debout, tellement ça puait et tout ça. Et la première chose qu'ils faisaient avant de prendre un verre, c'était d'aller prendre un bain. Il avait étudié l'Amérique complètement, comme tous ceux qui ne veulent pas y aller. On avait un peu ce point commun, avec des degrés différents. Un jour, il me dit, mais pourquoi tu ne veux pas aller en Amérique? C'est parce que j'y resterai. Mais quand il prend Henry Fonda, pas Clint Eastwood, parce que ça n'a absolument rien à voir, c'est une autre période, mais quand il prend Henry Fonda pour Il était une fois dans l'Ouest, il y a certains qui disaient, il y a un côté déconstruire ce qu'il était chez Ford. Oh, je pense que oui, il y a un peu de ça, mais c'est pas... Il tue un enfant quand même, Fonda. Oui, non, absolument, mais tout à fait. Mais bon, chez Léon, il y avait toujours l'idée, comme toute fable intelligente, une fable prend un mythe et le détruit. Rien n'est plus... Les enfants ont peur quand on raconte des fables. Cocteau disait même que c'était les romans érotiques des enfants. Les fables. Bon. Quand vous racontez à votre fille Blanche-Neige la première fois, moi, quand j'ai vu Blanche-Neige quand j'étais gamin, j'ai eu peur. Pas seulement de la sorcière, j'ai eu peur. Bon. La fable, c'est quelque chose qui détruit. Bon. Alors, vous allez me dire, La Belle au bois dormant. Non, d'accord. La Belle au bois dormant, c'est quand même la belle qui est morte, et puis un inconnu qui arrive comme ça, qui l'embrasse, et du coup, il s'aime. Quand on vieillit, on voit que c'est pas comme ça la vie. Bon. Et je crois que, bon, ce qui l'intéressait, c'est prendre un mythe et le confronter. Et en même temps, chez Léon, il n'y a pas les bons et les mauvais. Ils sont tous un peu bons, un peu mauvais. Des fois, il y a des très mauvais. Bon.
Mais c'est pas si simple. Par exemple, quand il prend Volonté, il fait jouer un malade. Il fait jouer un malade dans les deux. Un malade dans le premier, fou de la gâchette, complètement allumé, et dans le deuxième, un drogué. Bon. Quand il fait le bon, la brute et le truand, il montre un vrai salaud dès le début, qui tue une femme et qui tue un enfant. On oublie toujours que c'est déjà le personnage qu'il y aura dans le film d'après. Hein, il tue le type, il tue le gosse quand il descend, au début, Saint-Anza. Bon. Quand il fait, pour une poignée, était une fois en Amérique, il a l'idée de prendre Fonda et d'en faire un assassin. Le problème, c'est pas passé là. C'est quand Fonda est arrivé, il s'était fait une tête d'assassin. Il s'était maquillé, des lentilles et tout ça et tout. Et là Léon a fait traduire, mais j'ai payé une fortune pour avoir l'Henri Fonda que j'aime dans les films. Et Fonda accepte, parce qu'il comprend à ce moment-là ce qui va se passer. Quand le public va voir que c'est lui qui a tué, il y aura un effet beaucoup plus fort que s'il est maquillé en tueur. Bon. Et Léon aimait jouer là-dessus. Est-ce qu'il y a des personnages positifs chez Léon? Moi, je ne crois pas. Ils sont ni négatifs ni positifs. Ils sont ambivalents. Le personnage de Noodles existe dans la vie. C'est les mémoires de Harry Gray. Et il a demandé à Harry Gray qu'est-ce qu'est devenu Noodles. Il dit Noodles maintenant, la première fois qu'il a regardé, il est vieux, hein, il a qu'un ou deux contrats par an. À 70 ans, là on est là tous les deux, on sonne à la porte, j'ouvre, paf, ça fait 70 ans, je fais rentrer, il me tue. Il a un contrat contre moi. Et le mec, il a mon âge. Je suis un peu étonné. Bon, un mec de 70 ans, je dis un mec de 80 ans devant vous, bon, on ne croit pas, un vieux. Bon. Quand il fait harmonica, on ne connaît rien du passé d'harmonica, à part que son frère est mort. Mais il descend les mecs habilement, hein. Il n'a pas de problème. Il tue. Le Cheyenne, c'est un voyou. Adorable, mais c'est un voyou. Et il aime que les voyous. Et quant au personnage de Rothsteger, c'est un voleur de poules assassin. Qui viole. Et qui viole au début. Le début du film. Très important. Il viole. Et personne ne parle de ce viol-là, tout le monde parle du viol de Noodles dans l'Amérique, mais le viol, c'est quelque chose qui est dans plusieurs films de Léon. Mais ce que je veux dire, c'est que ces personnages qui sont comme ça, c'est ça qui l'intéresse. C'est prendre des personnages qui sont des crapules, des assassins et tout, avec un peu d'humanité. Parce que moi, je me souviens toujours d'un débat que j'avais sur À bout de souffle après mai 68. Il y a un mec qui dit « Oui, c'est un film formidable, dans la scène, parce que dedans, Belmondo, il tue un CRS. Il tue un flic. » Au début. Oui. Je dis « Oui, alors. C'est bien qu'il ait tué un flic, mais pourquoi? Le flic, il fait son métier, je dis. Il tue un flic, il dit « Arrête-toi », il le tue. Bon. Il ne tue pas un flic par idéologie. Il tue un flic pour sauver sa peau. Il y a des bavures dans la police, il y a des cas qui ne sont pas des bavures, et heureusement que la police est là. Bon, il faut aussi... Vous savez, Gainsbourg me disait toujours, les flics, il faut se méfier. Il y a des cons, mais il y en a un tas qui font bien leur boulot. Bon. Et ça, Léon était lucide de ça aussi. C'est-à-dire que... Vous savez ce que disait Jean Renoir, quand Jean Renoir, on lui posait des questions sur la mentalité de ses personnages et tout. Il disait, écoutez, moi, quand j'ai dû aller à l'armée, on m'a d'abord mis dans l'aviation, puis je suis tombé. Alors après, on m'a mis dans la cavalerie. Et là, j'ai appris une chose que j'oublierai jamais. Il n'y a pas de chevaux blancs, il n'y a pas de chevaux noirs, il y a des chevaux gris. Gris foncé ou gris clair. C'est comme dans la vie. Il n'y a pas des bons, il n'y a pas des mauvais. Ça voyage. Moi, je ne crois pas aux bons et aux mauvais. Et d'ailleurs, le titre italien, El Bono, El Bruto, El Cattivo, le bon, la brute et le truand. Le bon, c'est celui quand même qui... Attendez, le personnage de Blondin, on ne peut pas dire que ce soit un bon dans le bon, la brute et le truand. Il est prêt à laisser pendre son copain et tout ça et tout. On est quand même dans des situations... Quant au truand, enfin, le Bruto, il le laisse dans le désert crever. Arrêtons. Mais si vous lisez la Bible, il y a aussi ça dans la Bible. L'être humain, il n'est pas bon ou mauvais, il est un mélange de tout. Alors, il se contrôle. Certains se contrôlent par la religion,
d'autres par l'addiction, chacun se contrôle. Mais Léon, il est de ceux qui s'intéressent à la réalité humaine. N'oubliez pas que le livre qu'il avait le plus marqué, quand il avait 14 ans, c'était Le voyage au bout de la nuit de Céline. Qu'est-ce fait là-dessus? Est-ce que Bardamu est bon ou mauvais? C'est pas là qu'est le problème. Qu'est-ce que la réalité humaine? Et il y a un immense écrivain français, dont un jour il faudra comprendre qu'il n'a fait que ça, que travailler sur qu'est-ce que la réalité humaine, à partir de quel moment le bon bouffe le mauvais, ou les deux sont ensemble, c'est Simenon. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, moi les films où il y a... Ce que détestait Léon, c'était les films où il y avait le cow-boy rutilant, Jean Tom Mix, qui était le bon, et la pauvre orpheline qui était et le salaud. Les bons ou les méchants, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Ça, on n'a pas encore compris que l'être humain, il est fait de tout. Et le wokisme, c'est très dangereux, parce que le wokisme aujourd'hui, en dehors des raisons authentiques, contre le viol, contre... Il y a quand même, on veut définir les individus en castes, les bons et les mauvais. Comme s'il y avait les bruns et les blonds, les arabes et les juifs, les petits et les grands. Bon, il y a un tas de raisons qui font qu'ils sont comme ils sont. Mais on ne peut pas... Le monde n'est pas binaire. Le monde, il est multinaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Léon, vous voyez, elle a panoplie de personnages qu'il met dans ses films. Dans les Une fois la Révolution, le révolutionnaire, c'est celui qui va trahir, qui donnera les noms des autres. Mais il croit quand même à la Révolution. Pourtant, c'est lui, sous les coups, qui fait tuer les autres. Alors que c'est le bon. C'est le chef de la Révolution mexicaine, qui est là, qui montre ce qu'il faut fusiller. Et que Coburn l'emmènera dans le train pour... Et Coburn ne saura pas qu'il meurt. Il saute, et l'autre restera pour se suicider. C'est pas simple. C'est pas simple. Le truand, qui est Cheyenne, il va se battre, finalement. C'est lui qui tue les méchants du train, alors qu'il pourrait s'en foutre. Tout le temps, c'est Léon. Alors, dans le comportement machiste, qu'on a dit des personnages, là, c'est compliqué. On oublie que dans le premier dollar, qui est-ce que va sauver Eastwood? Qui va-t-il sauver dans ce film? La femme du début, qui est retenue en otage par volonté, et le gosse, voilà. C'est eux qui sauvent. La Vierge et l'enfant. L'Angéliateur vient sauver la Vierge et l'enfant. Dans le deuxième, pourquoi Van Cleef est aussi sympathique? Parce que sa sœur s'est suicidée pendant qu'elle était violée par le type qui veut tuer. C'est bien ça. Bon. Le bon, la brute et le truand, il y a très peu de... C'est antipathique, vous voulez dire. Parce que vous avez dit sympathique. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Non. Bon. Mais dans le sens où... Sympathique. Bon. Dans le bon, la brute et le truand, il y a très peu de femmes. Mais au début, c'est une femme, une famille et tout, qu'un mec détruit à coups de revolver. C'est chez Alonso, la très belle Alonso qui joue la femme. Bon. C'est une fois dans l'Ouest, c'est le film qu'il a fait de la pension principale est une femme, Claudia Cardinal. C'est ça qui peut-être différencie des trois détails. Parce que c'est de l'authentique, parce que une grande partie des femmes qui ont aidé à construire l'Ouest, les femmes qui étaient dans l'Ouest, il y avait trois catégories. Il y avait les institutrices, des choses comme ça, qui allaient là-bas pour essayer d'instruire et tout. Il y avait les religieuses qui allaient pour... Et il y avait... bon, je ne parle pas des couples, je parle des femmes seules. Et il y avait les prostituées. Bon, énormément. En plus, il y avait beaucoup qui avaient été les prostituées anglaises qu'on avait envoyées là-bas pour la colonie et qu'après avaient été avec l'Amérique libre. Et par exemple, bon, je ne vais pas citer le nom, mais il y a une grande famille très connue dont on savait que la première de la famille avait rencontré le type dans un bordel, c'est là-dessus qu'il s'est inspiré, dans un bordel de Nouvelle-Orléans. Bon, donc, où est le bon, où est le méchant? Bon, et maintenant, la seule femme que l'on voit vraiment dans Une fois la Révolution, il y en a deux. Il y a celle qui est violée au début, qui représente la bourgeoisie, le truc comme ça et tout, fait sur l'ironie, pas sur la violence, et vous avez celle du rêve. Là, moi j'ai beaucoup de Sergio de cette scène-là. Je lui dis, mais ça paraît être un ménage à trois. Est-ce qu'il y a de la bisexualité? Il dit, non, c'est la révolution, tout le monde veut l'avoir en même temps, et tout ça. Bon.
Et c'est vrai que, que ça arrive à un moment du move, au moment de la liberté sexuelle, cette séquence-là. Et c'est une femme libérée. Moi, ce que je vois, c'est une femme libérée, et en effet, la révolution libère, métaphore. Bon. Et là, on va arriver à « Il était une fois en Amérique ». Et moi, il m'a dit, le viol que fait De Niro, c'est un acte d'amour désespéré, de folie. On peut en parler, effectivement, cette séquence. Là, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, mais c'est ce qu'il dit. Avec Sergio Leone. Oui, mais il y a la séquence dans la version complète où le chauffeur se définit comme juif victime, ce qui se passe avec les juifs, disons, en Allemagne et tout ça, qui est joué par Arnaud Michal, par le producteur, et c'est lui qui après va le foutre à la porte du taxi, en lui faisant honte, en lui faisant honte. Ouais. Donc, déjà, dans le film, quelqu'un fait honte à Noodles d'avoir fait ce qu'il a fait. Oui, mais on retient cette séquence qui... On retient parce qu'elle est terrible. Longue, elle est terrible. Comme si c'était le parce qu'elle définit qui est Noodles. Noodles, c'est... Oui, ça, je suis d'accord. Et moi, je vais très loin. Moi, j'ai dit à Sergio, finalement, tu as fait cette séquence parce que tu ne peux pas montrer Noodles en tôle se branlant en pensant à elle. Parce qu'il faut bien être clair. Le gamin qui regarde par les chiottes, ne fait pas que regarder. Bon. C'est-à-dire que toute l'adolescence de ce garçon, et la préadolescence, c'est penser à se branler en pensant à cette femme qu'il aime. Et à chaque fois qu'il est avec elle pour faire des choses d'enfant, il ne peut pas, il n'ose pas. Il est intimidé. C'est le côté double de Noodles. Et quand il lui donne tout, et qu'il veut, il se rend compte finalement que ce n'est pas celle qu'il croyait, donc il fait ça, et il le regrette. Mais est-ce qu'il n'a pas raison de penser que ce n'est pas celle qu'il croyait? Parce qu'à la fin, il découvre quoi? Qu'elle est la maîtresse de Max? Qui lui, alors lui, c'est un personnage beaucoup plus négatif que Noodles encore. Donc maintenant, c'est une scène violente. C'est pas une scène qu'on doit dire, ah, chic. Non, mais et puis ça détermine aussi. Et moi, je trouve justement, mais vous n'êtes pas le premier qui me dit ça, justement que cette scène met autant mal à l'aise, c'est que Léon est très malin. Il veut pas, à un moment, il veut montrer qu'il ne faut pas se projeter dans le personnage de Noodles. On ne peut pas se projeter dans un truand. Et Noodles est sympathique jusque-là. Et là, brusquement, il y a un visage de Noodles qui apparaît. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on accepte que Noodles tue des gens, ça on accepte. Mais on n'accepte pas qu'il viole. Il y a une autre scène du viol aussi. C'est encore Noodles. C'est pas un viol. Elle qui veut être violée. Ah oui, mais... C'est elle qui veut être violée. On entend le cri au loin, enfin, c'est terrible. Mais c'est elle qui veut être violée. C'est elle qui le demande. C'est très complexe. Frappez-moi et tout. Et elle devient la maîtresse de Max après. Elle devient la maîtresse de beaucoup, pratiquement. Non mais de Max. Voilà. Alors c'est marrant parce que la même que Noodles... Il y a un rapport au fond qui est quand même très particulier. Viole étrangement dans le vol de diamants, va être avec Noodles après. Et celle qui viole parce qu'il l'aime depuis toujours, va être avec Max après, C'est-à-dire, encore une fois, il y a cette femme entre les deux, comme il y a la femme qu'on embrasse tous les deux dans Il était une fois dans la Révolution. C'est pas si simple. Si on analyse les images et les sons. Mais ce qui est intéressant dans ce film, de tout ça, de tout ce qu'on vient de dire, c'est que Léon, et c'est l'un des rares, quand il parle de cette période-là, il montre vraiment la paranoïa, la violence mortifère, la violence au quotidien, qu'elle soit physique ou morale, de tous ces personnages qui sont complètement perdus. Ah ben, la séquence la plus importante du film, peu de gens en parlent jamais, c'est quand celui... qui va tuer le gamin, avec ses copains, les bloque à la sortie pour lui casser la gueule. Bon, là c'est une violence incroyable. Et d'ailleurs, la clé du film pour moi elle est très simple. J'ai glissé. J'ai glissé quand le gamin est tué. Bon, moi, j'ai toujours été gêné quand je vois le film, quand je vois des gens trouvant sympathique que les gamins s'habillent en hommes parce qu'ils font un trafic de drogue. Enfin, bon. C'est un film sulfureux, Il était une fois en Amérique, où il y a un sentimentalisme qui fait, et là on en était conscient, que les gens se mettent à avoir envie de ressembler aux personnages, comme nous, gamins, on avait ressemblé à Athos, Porthos, Aramis ou D'Artagnan. Bon. Et il les montre tels qu'ils sont. Assassins, violeurs également. Bon. Et le personnage de Noodles à la fin, vieilli et tout, il y a une scène qu'il a coupée, qu'il n'a pas filmée, qu'il voulait filmer. Et moi, c'est une scène où j'avais parlé avec lui, parce que quand j'avais vu mon film Cauchemar, je lui disais, c'est avant qu'il tourne, je lui disais, là, il
Il y a la séquence que j'ai pas faite, que j'avais voulu faire, que j'avais pris dans le Ken Goodies. C'est le mec qui est seul, il y a 3 types qui l'attaquent la nuit, on voit qu'il sait se battre et tout. Bon, il avait pensé que le vieux Noodles avec la valise, quand il va, qu'il y a le flashback sur... bon, 3 mecs l'attaquaient et il arrivait à les par la parole, en les menaçant, les 3 petits voyous, les faire partir. C'était l'image des 3 voyous d'avant. Ça, il ne l'a pas tourné. Il avait envie. Ou il l'a tourné, mais il ne l'a pas gardé. Bon. Et finalement, Noodles est une victime là-dedans. Mais c'est une victime qui est assassin. Il va en taule parce qu'il tue à coups de couteau celui qui a tiré. Il venge, mais il l'a tué avant. Et après, il va tuer. Quand il sort de prison très très vite, les mecs qui vont tirer dans le truc de poule et tout ça et tout, bon, c'est un tueur. C'est un tueur. Bon. Alors, est-ce que les tueurs ont des excuses? Je ne sais pas. Mais bon, non. Maintenant, je suis d'accord avec vous. C'est une scène terrible, celle du viol de Eleven McGovern, mais en même temps... Je ne la juge pas d'un point de vue moral. Non, mais c'est une scène terrible. Mais je pense, moi, plutôt consciemment, et on vient que du Sergio, que c'est aussi le moment pour montrer qu'il est à la fois à plaindre de faire ce qu'il fait, comme à attaquer. Parce que c'est pas une excuse, mais ça fait des années que c'est là en lui, et là il est déçu et tout, et il est furieux, et c'est un acte de désespoir. Mais d'un autre côté, c'est le moment où on n'est plus aussi solidaire de lui. Et comment Léon tourne cette scène? Quand il tourne cette scène, qu'est-ce qu'il vous a dit sur la manière qu'il a eu de... On parlait avec... Non, il a dit avec De Niro, d'abord, De Niro parlait très peu français. Et moi, je les ai vus une fois tous les deux sur le plateau, tous les deux, à Paris. Mais je crois que De Niro avait fait pire dans les films de Scorsese, donc il n'y avait pas de problème. Elle, je pense qu'elle avait compris le rôle. Parce que moi, cette scène-là, je la rapporte entièrement au moment où ils se retrouvent, où elle se démaquille, après avoir joué Shakespeare. Elle se démaquille. Et jamais j'ai vu dans un film une femme enlevant peu à peu son phare, comme elle le fait, pendant que l'homme qu'il aime lui parle, et que déjà, elle ne veut plus entendre parler de cet amour-là. C'est une scène étonnante. Là, on touche Antonioni, hein, il n'est pas loin. Bon. Mais ce que je crois, Léon, autant il pouvait accepter que dans Le Bon la Brute et dans les films précédents, qu'il y avait un exemplaire de cour de récréation, que les gens pouvaient jouer à être le méchant ou le bon dans la cour de récréation, autant celui-là, il ne veut pas. On touche à Céline. Hein. Céline, c'est quoi? C'est des personnages embragués dans une histoire, qui voient le réel, qui découvrent la réalité dans le réel. C'est ce qu'on appelle la l'objectivité. L'objectivité, pourquoi Céline a fait ça? Céline, c'était un médecin. Allez, il parlait allemand. Il ne l'a jamais dit, mais il est au courant de ce qui se passait avec l'objectivité en Allemagne, Dublin, Gottfried Benn, tous ces gens-là. Par la suite, en Italie, ça va arriver par le biais de Pavese, qui va traduire d'ailleurs William Carlos Williams, un des inventeurs. Bon, c'est-à-dire ce naturalisme déformé qui va donner le naturalisme un peu plus tard, d'ailleurs, la nouvelle objectivité dont Fassbinder sera la résurrection, et qui dit, on ne vous montre pas des bons et des mauvais, on montre les gens tels qu'ils sont. Dans une histoire où vous ne serez jamais. Et c'est ce jeu-là. Et moi, je crois que Léon, la force des films de Léon, c'est pourquoi ça tient le coup. Pourquoi c'est moderne encore aujourd'hui. Ça fait... Pourquoi ça plaît aussi à plein de générations? Oui, pourquoi? Parce qu'il touche ce que Serge Danet appelait l'effet de réel. L'effet de réel, c'est pas... c'est comme dans la rue. Il touche quelque chose de beaucoup plus profond, c'est ce qu'est profondément les gens. Alors on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça par la psychanalyse, l'ego, ce que vous voudrez. C'est que il met les spectateurs dans une situation de prendre un plaisir et en même temps de ne pas pouvoir vraiment se mettre dans les personnages. La différence qu'il y a entre beaucoup de cinéastes, quelle est une des leçons qu'inconsciemment certainement au départ, Eastwood a pris de Léon. Vous savez que quand Clint arrive aux États-Unis, il crée sa maison de production Malpaso pour être libre. Et il part sur l'idée, qu'est-ce que le bien et le mal? Le dernier film qu'il vient de faire, c'est vraiment fait. Vous l'avez vu? Oui, c'est admirable. Il est admirable. Admirable. Immense film. Bon. Et quand il accepte Dirty Harry est un personnage à la Léon. Un peu plus caricatural, mais à la Léon. Est-ce que c'est un bon ou est-ce que c'est un méchant? Moi, je crois que c'est le bon, la brute, le truand, c'est les trois.
Mais je vous signale une chose, c'est que quand il a fait les westerns, Sergio, il aimait surtout les westerns muets. Pas ceux de son père, américain, ceux de Hart. William S. Hart avait repris ce qu'avait fait Bronco Billy. Ceux qui ont inventé le western aux États-Unis, parce que le western était inventé en France par Joe Hamman, avant les États-Unis. Ça s'appelait les Good Blood Men, les bons mauvais garçons. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Les bons mauvais garçons. Et c'est quoi les titres des westerns? Pour quelques dollars, pour une poignée de dollars. Même titre en italien. Et pour quelques dollars de plus. Il appelait ça comme ça, parce que là, il veut gagner l'argent, lui, et pas la jolie quand il fait le film. C'est le titre qu'il trouve. Et pour quelques dollars de plus. Le bon, la brute et le truand, ils sont tous les trois, ils se valent à peu près. Bon. Il était une fois la Révolution, c'est autre chose, il commence une autre série. Mais le titre qui a été fait en Italie, c'est Giù la testa, baisse la tête. Bon, c'est autre chose. Et les trois derniers, cette trilogie-là, elle est vraiment faite sur... oui, ils sont tous à la fois bons, bruts et truands. Tous. Tous. Le début d'une fois en Amérique, quand le type arrive dans la chambre et qu'on voit dessiner les balles autour du lit de Noodles, et qu'après il se fait descendre, tout est dit. Tout est dit. Déjà. Mais le spectateur, il n'a pas le temps de réfléchir pendant qu'il voit, parce que Léon, c'est un lyrique. C'est un baroque. Il était une fois. Donc, il raconte son truc. Et la musique a autant d'importance que les paroles dedans. Donc, les gens parlent peu. Souvent, la musique parle pour eux. Et ils jouent là-dessus. Ben, on peut déjà ouvrir une parenthèse, parce qu'il en parle dans le livre très souvent, c'est ce travail avec Morricone. Est-ce que... parce qu'on a peut-être... il y a peut-être des légendes urbaines autour de ce travail. C'était aussi simple que ça? Bon, vous connaissez l'anecdote, c'est que quand on lui présente Morricone, qui lui dit on se connaît, il dit oui, il raconte des conneries, et il montre la photo, ils étaient dans la même école, mais enfin ils n'étaient pas copains. Bon. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il m'a dit, alors, il commence par me faire écouter la musique du western qu'il venait de faire. Je lui dis, c'est du mauvais Tionkin, Dimitri Tionkin. Il m'a dit, mais c'est ce qu'on m'a demandé. Et c'est en entendant les guitares électriques qu'il a l'idée, c'est Sergio qui a l'idée, de faire une musique western avec des guitares électriques. Personne n'avait jamais vu cette idée-là. C'est Léon. C'est Léon qui a eu l'idée. Il dit, moi, tu sais, Noël. C'est le seul Italien qui m'appelait Noël, les autres m'appelaient Natal. Noël. Moi, je suis comme une cloche. Je suis là. La musique, je ne connais pas. Mais quand j'entends, je sais. Et il y avait ce problème-là. Alors, à chaque fois, Léon et lui, il le prenait comme dialoguiste, comme il disait, pas comme scénariste. Et le moment le plus formidable, c'est ce que je raconte toujours, ce qui est tellement bien, il était une fois dans l'Ouest. Alors, Léon fait une ouverture formidable, et il dit, voilà, ça sera ça l'ouverture et tout, et je veux la musique avant. C'est le premier où il a vu de la musique avant. Sauf la séquence de la montre où il y avait forcément la musique. Mais il voulait enregistrer avant, voilà, enregistrer avant. Bon. Chacun avait son thème et tout ça. Et quand le film est terminé, la projection a lieu, et Morricone voit qu'il n'y a plus sa musique. Il y a le vent, il y a la goutte d'eau, et quand la séquence est terminée, qu'il y a le train qui arrive, il se retourne sur ce jeu et dit « c'est la meilleure musique que j'ai faite ». Et la musique originale qu'il a faite, il la replacera ailleurs. Bon. Mais Sergio a déjà raconté, il n'arrive pas à trouver le thème de Cheyenne. Sergio, il essaie de faire un moment, il dit, écoute, tu as vu la belle et le clochard de Walt Disney. Le clochard, il est méchant, il est bon. Il est amoureux, mais il joue au dur. Il est comme si, et puis il s'en va tout le temps. Pom, 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 le fait pom, 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 pom. Ben on l'a, il lui dit. C'est comme ça. Et Léon et lui s'entendaient très très bien parce que c'était compliqué leur rapport. Moi, j'ai jamais rencontré Morricone. Il devait venir à un truc, il est invité avec Delon, tout le monde et tout, et Morricone n'est pas venu, je ne sais pas pourquoi, bon, ça ne me regarde pas. Mais Morricone, il est évident que c'est un créateur, mais il faisait ce que Léon lui demandait, dans le sens, pas musical. C'est là que je veux de la musique, c'est là ceci, c'est là.
Sergio, c'était quelqu'un qui maîtrisait tous ses films. Sur le tournage, il était une fois en Amérique, il s'est passé un truc, au bout de quelques jours, Morricone, De Niro lui dit, avec Brian qui traduisait plus ou moins, qui était celui qui était venu traduire, moi je voudrais la scène plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Il veut changer la scène. Et Sergio, écoute, tu ne fais pas un film de Niro mis en scène par Sergio Leone. Tu fais un film de Sergio Leone où tu joues dedans un personnage. Alors, soit tu fais ça, soit tu t'en vas. Tu n'es plus dans le film. Alors qu'il le voulait. Je m'en fous, je peux changer. Oui, oui. Mais il le fait exprès de faire ça. Tu montes là-haut et tu réfléchis. Il est descendu 1 heure après, il a dit tu as raison, Sergio. Oui, et c'est surtout que De Niro a été le seul qui est resté fidèle tout le temps. Moi, je me souviens que Sergio me dit, en 74, et je suis 14 à Paris, dans son hôtel. Je lui dis, alors, t'en es où, là, du projet de... Ben, écoute, tu sais que, bon, avec Grimaldi, j'ai vu De Niro, je vais faire la mafia juive et la mafia française. Mafia française? Oui, il y avait mafia française, il y avait. Et je vais faire... J'avais pensé le couple des valseuses, mais finalement, c'était le valseuse TP, donc je ne sais plus la date exactement. Mais Depardieu et De Niro, ce sera bien. Je dis, mais c'est ce que fait actuellement Bernardo. Oui, mais bon, alors, bon. Et puis Gérard, j'étais très copain à l'époque avec Gérard. Gérard, peu à peu, il fait autre chose, et puis bon, je le retrouve à Rome, parce que c'est moi qui j'avais la dernière femme, donc on se voit sur le plateau et tout ça, donc je rentre à Paris. Bon, je sens qu'il est prêt à faire affaire avec Sergio, mais il n'a pas envie de bloquer tout, les dates pour lui. Et De Niro lui dit, parce que moi je connaissais très peu De Niro, je l'ai rencontré une fois ou deux dans ma vie, bonjour, bonjour, c'est tout. Il lui dit, je ferai votre film. En italien, il dit, je ferai ton film. Il parlait un peu italien, mais il aimait bien parler américain pour donner la distance. Et à un moment, Léon me dit, bon, tout vient, mais voilà, l'après-midi, on va prendre le thé chez Marlène Jobert. Alors on part avec Norbert Saada prendre le thé chez Marlène Jobert. Bon. Moi je suis... Et le soir, c'est prévu qu'on dîne avec Gabin. Parce que ce soir-là, Gabin était en train de tourner L'Année Sainte. Dans son dernier film. Produit par les Bétou. Et Bétou était prêt de distribuer une fois d'Amérique en France. D'accord. L'argent. Rossif avait arrangé ça avec son assistant Milonas. Et on devait manger chez Conti, qui était rue Lauriston. Sada voulait y aller. Sergio dit, tu viens pas. Sada n'est pas content. Et moi, je lui dis, pourquoi tu veux que je vienne? Je veux que tu fasses parler Gabin. Je dis, mais tu le connais, que je l'ai rencontré. Alors, oui, mais je veux que tu le fasses parler. Moi, j'arrive, j'ai l'occasion de faire parler Gabin, mais je ne sais pas pourquoi. Et je le prends à part avant qu'on arrive là-bas. Je dis, attends, mais mon idée est ça. Je veux prendre Depardieu, un enfant, Depardieu et Gabin, aux 3 âges différents. Et je veux prendre, disons, un enfant, De Niro et Cagney, à 3 âges différents. James Cagney. C'était l'idée qu'il avait à l'époque. Cagney était très vieux à l'époque. Et donc, Gabin, ça c'est une autre histoire avec Gabin, c'est ma rencontre avec Gabin, inoubliable dans ma vie, qui a duré longtemps, toute la soirée. Bon. Et quelques temps après, il me dit, bah écoute, je ne peux plus prendre Cagney parce que Cagney, il tremble comme ça et tout. Puis Gabin est mort. Et peu à peu, il abandonne l'idée et il prendra, disons, De Niro, jeune et vieux, et la personne pour Max. De Niro lui propose Kettel. Kettel vient à Paris, moi je passe la soirée avec eux, et après je traîne avec Kettel toute la nuit, qui sent qu'il n'aura pas le rôle. Mais bon, seule fois que j'ai rencontré Kettel, là, c'est pas Kettel que je raconte, Pesci, Joe Pesci. Pas Kettel. Ah, Joe Pesci. Joe Pesci, elle est pensée. Parce que Pesci, de toute façon, c'est plus Max. Parce que Kettel, non, il ne voulait pas. Pardon, c'est Pesci, je me suis trompé. Je reprends, parce que... Bon. De Niro lui dit, ça serait bien que Pesci fasse le rôle de Max. Pesci est à Paris. On dîne avec, je traîne avec Pesci toute la nuit, et Pesci aura juste un petit rôle dedans. Et finalement, il prend James Wood. Il avait vu James Wood, et James Wood l'intéressait, et finalement James Wood fera le rôle. Bon. Mais au départ, il avait pensé cette déclinaison-là, comme ça. Mais avec De Niro, ça s'est
bien passé à partir de là. Avec tous les acteurs, ça s'est bien passé. Tous. Le problème tellement qu'il a eu, avec Une fois dans l'Amérique, c'est que quand le film a été fini, les distributeurs américains ont dit à Milcham, pas comme ça. Hein. Ils ont remonté le film chronologiquement, en coupant à ta partie. Ça a été un bise aux États-Unis total. Et le film n'a pas été un succès. Il a été un succès en cassette vidéo, 2 ans après, en version de Sergio. Il n'y a qu'en France où la version est passée, et encore la version qu'il avait accepté de couper pour la France. Première version, maintenant on a la version intégrale en Blu-ray. Bon. Mais cette version-là, moi je l'avais vue à la table. Bon. Et après j'ai vu la version définitive pour lui, de la manière suivante. Il me téléphone, il est à Paris, il était donc pas loin d'ici, il était c'est pas celui qui avait près de la rue des Archives. Et il me téléphone, il dit écoute, ce soir il y a la projection, viens avec Khadija, écoute, bon, parce que je ne suis pas content, je veux que tu te donnes ton avis, toi qui parles anglais, je ne suis pas sûr que les sous-titres soient bons. Je dis mais qui t'a fait les sous-titres? Eric Kahn. Je dis attends, Kahn, tu ne peux pas trouver mieux. Oui, mais quand même, bon, Kahn, je ne le connaissais pas personnellement, mais la lecture de l'introduction du festin nuit de Burroughs est admirable. Bon. Le destin fait que quand j'arrive pour sonner chez lui, Kahn est là, il se présente, il sait qui je suis, et il se doute pourquoi je suis là. Je dis, bah, écoutez, moi, non, d'accord. Et toute la projection, Khadija était là, j'étais à côté de Sergio et tout, et Kahn était en avant pour vérifier les sous-titres, et il me disait, c'était très bien, le Kahn était parfait. Mais comme il ne parlait pas bien anglais, il ne méprisait pas totalement si c'était bien ça, c'était compliqué. Bon, ça s'est très bien passé. Et je vois cette version-là, qui va repasser à Cannes, hein, celle de Cannes. Bon. Et je suis époustouflé. Je retrouve des séquences qu'il m'a racontées, image par image. Tu vous aviez raconté il y a des années de cela. Tout le long des années. Ouais. Il y a même une fois, ça entre nous c'est assez drôle, en blaguant, je lui dis comme ça, mais si moi je jouais dans quel rôle tu me donnerais, Rodolphe? Je dis oui, arrête ça. Il dit non, je prends des choses. Il prenait chez tout le monde. C'était un voleur. Il serait là avec nous, il voit votre attitude, votre regard, avant des ça, je vais prendre. Moi, il y a eu 1 ou 2 trucs que mais je ne sais même pas, moi. Il y a un geste, une façon de bouger, il y a un petit détail. Il a peut-être pris un détail qui fait 1 seconde dans le film de moi. Mais il l'a pris. Il prenait de tout le monde, comme ça. Bon. Parce qu'il disait, si je prends du réel, je peux faire de la fiction. Il ne faisait pas de la fiction pour faire du réel. Il prenait du réel pour faire de la fiction. C'était beaucoup plus compliqué. Un jeu de miroir. Et quand vous me posiez la question tout à l'heure, que toutes les générations d'aujourd'hui aiment encore et que ça tient depuis 35 ans, ça tient parce que ce qu'il a pris, c'est au-delà du récit, au-delà de l'anecdote, de la sensation du début, au-delà de l'illustration. Il a pris ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'invisible des êtres, ce qu'on cherche entre les lignes. Bon, c'est curieux le mot que je vais dire, il a pris de la poétique. Je ne dirais pas de la poésie, de la poétique. Qu'est-ce que la poésie? Cocteau disait, la poésie est indispensable, mais je ne sais pas à quoi. Bon, la poésie, c'est quand on dit quelque chose de formidable, mais il faut décrypter, il faut repenser, il faut chercher. Bon. Et il avait aussi cette conception, je crois, d'avoir compris que il n'y avait pas de... On ne peut pas mettre de barrière documentaire et fiction. Tout film est une fiction d'un documentaire ou un documentaire d'une fiction. Bon. C'est-à-dire qu'il avait compris ça. C'est la grande découverte de Chris Marker de manière carrément donnée. Bon. Et on avait discuté de ça une fois. Je lui ai dit, mais de toute façon, un documentaire, ça veut dire quoi? Parce qu'un documentaire, le gars il cadre, il va garder ce qu'il veut et tout, donc c'est subjectif. Il dit oui, alors qu'une fiction, c'est peut-être moins subjectif, parce qu'une fiction, c'est peut-être plus documentaire, parce qu'il y a des choses qui se passent que tu gardes, mais que tu ne sais pas vraiment pourquoi. Un documentaire, on ne le garde pas parce qu'on ne sait pas pourquoi. On ne peut pas. Il avait senti ça, cette espèce de no man's land de la création. Et c'était ça qui l'intéressait. C'était un fou de la peinture. Moi, il m'a parlé peinture, architecture, c'était très cultivé. Et quand il voulait faire le Leningrad, il avait décidé que le premier plan, ça serait un premier plan où la musique serait capitale, mais sans Morricone. Le premier plan. Ah, ouais. Qui est la création de la symphonie Leningrad de Shostakovich. Ça, il m'a raconté en détail. C'est-à-dire qu'au début, on voit un piano, on voit des mains sur le piano qui se mettent à jouer, et puis on recule, puis on voit un type qui joue du piano de dos, puis on recule, puis on passe par la fenêtre, puis on voit des gens dans la rue qui vont là, qui marchent et tout,
ils sont en armes, puis on voit, ils montent dans un tramway, on suit le tramway arrive et d'autres gens montent en armes dans le tramway, ils arrivent quelque part où il y a des gens qui sont là devant des barricades, devant des trashs, ils se mettent tous et tout, et la musique elle est toujours là, et voilà, la caméra elle est toujours sur eux, et elle est sur eux, on les voit tous s'installer et tout, et d'un seul coup la caméra, comme chez John Ford, dans la charge, dans le film le plus célèbre, enfin le chevauché fantastique, se tourne d'un seul coup, et on voit tous les panzers allemands. Et il y a le titre, les 300 jours de Stalingrad. Et ça aurait été un plan séquence? Un plan séquence. Il a dit avec les appareils, maintenant on aurait fait. Il voulait un plan séquence symphonique sur Shostakovich. Et moi j'ai fini le bouquin en marquant là, générique. Just my rifle, pony and